Oui, C'est un crime spirituel, c'est ça, oui. qui nous empêche d'accéder à cette dimension supérieure, en fait, hein, le soi, simplement, qui est en fait la dimension humaine. C'est-à-dire être un être humain, c'est se connecter à cette dimension supérieure, en fait, hein, Eh bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir, la joie, l'honneur même d'accueillir Éric Bardot. Bonjour Éric. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur et qui tourne autour de l'intime finalement, les frontières de l'intime, la transgression de l'intime. C'est un sujet qui, moi, me concerne particulièrement. C'est pas un scoop sur cette chaîne parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà écrit sur le sujet, j'écris encore sur ce sujet. Et bien évidemment, je vais vous poser ma question traditionnelle. Éric Bardot, d'où parlez-vous? Mais avant de répondre à cette question, je vais déjà poser un peu le décor. Éric Bardot, après des études de médecine, la rencontre entre votre histoire de vie et votre pratique professionnelle vous ont amené à vous orienter vers la psychiatrie puis la pédopsychiatrie. Vous vous êtes très tôt intéressé au psychotraumatisme à une époque où cela n'était encore que très confidentiel. Votre fil conducteur s'est alors articulé autour d'une question de fond. Comment un enfant peut-il se développer dans un monde traumatique? Cela vous a orienté peu à peu vers l'hypnose, les thérapies brèves, les thérapies systémiques, l'EMDR, pour finalement vous amener à créer en 2009 l'Institut Mimétis, qui a pour vocation de former des thérapeutes à ce que vous nommez la thérapie du lien et des mondes relationnels, orientée vers les problématiques complexes et existentielles. Alors, rien que ce petit décor posé, là, moi, il y a déjà plein de questions qui me viennent à l'esprit. Mais avant d'aller dans les questions, avant de développer ce sujet plus profondément, l'intime et ses blessures, comprendre, accueillir, réparer, qu'est-ce qui vous a fait, Eric, vous intéresser à ce sujet et dans cette vidéo, d'où vous parlez exactement? Merci Marie. Cette question, d'où vous parlez exactement, est une bonne question. Évidemment, je pourrais dire, je parle de ma position de professionnel et entrer dans un formalisme académique. Euh, En même temps, cette question est déjà une question piège. Je m'explique. Dans l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, parler de cette question de l'intime, c'est Amen, mais quelle légitimité il a dans l'espace public de parler de cette question? Hmm. Si je rentre dans une position strictement académique, ça va être euh, représentation contre représentation, discours contre discours. Alors, je dirais, Marie, que il n'y a pas encore si longtemps, euh, s'il n'y avait pas eu ce lien qui s'est établi entre nous, j'aurais dit non à cet entretien et à traiter ce sujet. Car si je fais le lien entre mon histoire familiale et l'histoire sociétale d'aujourd'hui, il y a la même question, le silence mutique, qui fait que si je dis, est-ce que je ne vais pas être disqualifié au nom de la bien-pensance qui permet comme ça de créer l'illusion que on est bien ensemble, alors que dans les coulisses, c'est autre chose qui se passe. Hmm. Donc, après avoir réfléchi, je me dis, de là où je parle, bah, c'est de là où l'histoire m'a amené à m'orienter, alors que l'histoire familiale était plutôt orientée vers l'entreprise et l'industrie, à m'orienter vers la médecine. Et dans la traversée de la médecine, parce que la question pour moi était justement celle-là, comment un enfant peut-il se développer dans dans un monde traumatique, c'est-à-dire dans un environnement traumatique. Euh,
je me rends compte aujourd'hui que ce qui m'a amené vers la psychiatrie et à m'intéresser à l'enfant et à m'intéresser à côté des médicaments aux approches non médicamenteuses, c'est-à-dire la psychothérapie, ça a été de cette réflexion sur la construction des liens et la construction du sens. Et en fait, quand je regarde, mes premières tentatives ont été d'aller chercher une écoute dans la pensée académique, on va dire la pensée rationnelle. Or, cette écoute s'est transformée en une non-écoute. Mm, Et donc, j'ai vite compris que, que c'est pas là où je trouverai les réponses. mm, Et puis, il y a un autre aspect qui est, qui a aussi rendu extrêmement difficile, mais on peut en parler, ce chemin, c'est que dans d'où vous parlez, euh, la question de la légitimité à parler. Et aujourd'hui, c'est comme si on réduit la légitimité à parler aux actes. Et s'il y a quelque chose d'important dans notre échange, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté notre échange, Marie, c'est que de réduire aux actes est aussi et contient une dimension de non-sens, de maltraitance et de disqualification. eh oui, eh oui, eh oui. Et donc, oui, aujourd'hui, je peux dire, et on était en train d'échanger, dans tout le travail que j'ai fait, que j'ai parcouru, qui est à la fois pour les thérapeutes, mais aussi mon parcours et à travers les patients que j'ai pu recevoir depuis tant d'années, euh, qui sont aussi, et qui sont d'abord les premières sources d'apprentissage, j'ai pu me rendre compte que si je voulais, comment dirais-je moi, œuvrer, la première chose, c'était d'œuvrer aussi, et ça me semble important, non pas pour moi aujourd'hui, mais pour les générations futures. Mm, mm, Car comme on va le voir et on peut le voir, c'est que la question de l'effraction de l'intime, elle n'est pas que individuelle, tout à fait, tout à fait. elle traverse l'individu. Voilà. Donc, ma légitimité, elle vient de mon histoire, et dans mon histoire, elle a créé mon histoire de vie, d'où je Oui. viens, a créé tout le parcours et le sens de ce que je développe aujourd'hui. En fait, tout ce que vous venez de poser introduit vraiment le sujet. On est au cœur du sujet parce que finalement, euh, à la question d'où je parle, c'est-à-dire de ma sphère intime et privée ou de la sphère sociale, de là où j'ai une casquette professionnelle, ça vient poser finalement tout de suite, mais qu'est-ce que le monde traumatique? Est-ce qu'il se situe uniquement dans la famille, mais aussi dans la sphère sociale? C'est-à-dire que la représentation du monde traumatique, souvent, elle est associée à, mais oui, trauma, qui dit trauma, dit famille, dit vie intime, privée, etc. Mais en fait, non. Et donc, en fait, comment aborder l'intime sans aborder le social? Parce que l'intime, c'est justement ce qui va se définir par rapport au social. Et donc, il y a cette articulation. On ne peut pas, à mon goût, aborder ce sujet de l'intime sans aborder la question de l'environnement, de l'autre, du social. Et donc, c'est bien dans cette articulation-là qu'il s'agit finalement de parler, d'où la question du lien, parce que finalement, c'est cet entre-deux qui est... Alors, je crois, Marie, si vous me permettez, que c'est vraiment important, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment important de mettre trois sphères. La première sphère, c'est celle de groupes d'appartenance de la communauté, par exemple, de la famille, hein, euh, dans ses variations. Et quand je dis famille, c'est pas la famille mononucléaire, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de la famille. Et c'est dans cette base-là que va se construire l'intime. Et effectivement, elle va se construire dans l'interaction donc, entre ce groupe d'appartenance, euh, ma propre singularité que je vais développer et effectivement euh,
triangulé par l'espace social qui, qui véhicule un certain nombre de représentations à travers le langage et la culture. Et je crois que c'est très important parce qu'en fait, l'intime ne peut être, comment dirais-je moi, ne peut être en place qu'à partir du moment où j'ai une base relationnelle qui me porte, hein, je dirais dans mon langage à moi, qui est sécure. Oui. Et quand il y a quand ça n'est pas le cas, euh, quand ça n'est pas le cas, en fait, c'est tout qui est atteint. C'est à la fois la relation avec moi-même, c'est la relation avec mon groupe d'appartenance, c'est la relation avec le social, mais c'est aussi la relation entre le groupe d'appartenance et le social, et Mm. l'espace social. C'est-à-dire que tout est questionné et à questionner. Et, euh, et quand je dis ça, euh, c'est le fruit de mon expérience. Quand je dis comment un enfant peut-il se développer dans un monde traumatique, ben, c'est-à-dire quels sont les points d'appui. Mais si les points d'appui, et on le verra, c'est les points d'appui, ils sont aussi dans le respect des frontières. Et quand les frontières ont été fractées, est-ce que ça veut dire qu'il y a légitimité pour que les frontières, comme elles ont été fractées, elles vont être fractées à tous les niveaux? C'est-à-dire, si je le dis de manière plus claire, quel point d'appui extérieur peut avoir un enfant qui, qui fait qu'il va pouvoir être entendu sans avoir à subir euh, les effets collatéraux, tout azimut, dans la relation avec sa famille, les membres de sa famille, la représentation sociale, etc. Alors, ce que vous dites là, ça vient déjà poser plein de questions. Euh, la première, c'est que, effectivement, dans notre monde d'aujourd'hui, la question des frontières, c'est une vraie question. Parce que toutes les frontières explosent. On vit vraiment dans un monde nos limites, dans un monde virtuel. Et on peut se poser finalement la question, mais qu'est-ce que l'intime? C'est-à-dire qu'il y a une vraie question autour de ça. Qu'est-ce que l'intime finalement? Où se posent les frontières? Et la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que, parce qu'on parle de transgression des frontières de l'intime, mais moi ça c'est un sujet que j'ai creusé pour ma part, où j'ai trouvé des pistes de réponse, c'est-à-dire que il ne peut y avoir de transgression que si les limites, les frontières sont déjà élaborées. Or, il y a des enfants, il y a des individus qui qui ne construisent pas ces frontières. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si ils étaient dans l'impossibilité d'avoir un intime et qui, finalement, ils finissent par fonctionner dans un développement complètement, un état complètement fusionnel au monde. C'est-à-dire que on ne peut même plus se rendre compte que l'intime a été transgressé parce qu'en fait, aucune frontière n'existe. Non, je crois que c'est ce qui m'a amené à cette idée que là où il y a une autre voie possible d'envisager la, notre construction en tant qu'humain et en tant qu'être vivant et en tant qu'humain, c'est de partir de l'idée que c'est les relations qui nous construisent et nous structurent. Et pourquoi c'est important? Parce que justement, que cette question des frontières et des limites, elle est interactionnelle, elle ne vient pas de soi. C'est-à-dire que si on est dans un environnement où les frontières sont effractées, on ne peut pas construire ses propres frontières comme enfant. Et si de surcroît, on est pris dans des effets où l'effraction dans l'intime est cautionnée dans la représentation sociale, hein, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur est complètement aux antipodes du regard à l'extérieur, par exemple sur la famille, sur les personnes. Eh bien là, ça devient encore plus impossible de construire des limites saines. Hmm. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile. Enfin, je parle à partir de ma propre histoire. C'est ce qui est extrêmement difficile, euh, c'est euh, c'est d'être obligé et contraint à un moment
de croire que, de croire que on est responsable de ses propres frontières. Mm, mm, Parce que quand on est enfant et qu'on se dit on est responsable de ça, qu'on est piégé dans je dois être responsable de mes propres frontières, alors qu'en même temps, toutes mes expériences, et particulièrement les expériences corporelles dissonantes, fait que c'est mission impossible. ouais. Donc ça veut dire que comme c'est mission impossible, il reste plus qu'en fait que des réponses, j'allais dire des réponses folles. Oui, parce que finalement, l'enfant, de toute façon, quoi qu'il en soit, il subit le milieu dans lequel il est. Ces frontières vont s'élaborer avec les failles de son environnement, au sein de sa famille, au sein de tout le système éducatif, de sa culture, enfin, etc. Et finalement, il va arriver à l'âge adulte, soit il finit par prendre conscience qu'il y a un problème au niveau de l'intime, soit parfois il n'en prend pas conscience. Et c'est ce qui vient justement poser cette question, c'est comment, dans un monde fou et sans limite, on peut effectivement construire ou reconstruire euh, ces limites de l'intime. Enfin, quelque chose Alors, qui ressemble à une intériorité, à un intime. Alors, je crois que, enfin, là encore, je parle de ma propre histoire. Là où il y a un problème, c'est que l'intime familial, il était déjà altéré. Et dans cette altération, il y avait déjà une construction familiale qui avait comme fonction d'essayer dans l'idéalisation de la famille, de contenir et de donner un sens à ces altérations. Mais évidemment, contenir les altérations, ça n'enlève pas les altérations. Tout à fait. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait essentiel pour moi sur la question des limites. Je veux dire, il n'y a pas d'intime s'il n'y a pas de secret. La transparence totale est une illusion. Et il y a une confusion majeure pour moi entre le secret nécessaire à la construction de l'intime et l'instrumentalisation du secret qui ne devient pas un secret qui construit, Oui, mais un secret qui réduit au mutisme. oui. C'est-à-dire que c'est pas un silence qui enrichit, c'est un silence qui détruit. Tout à fait. Moi, je fais vraiment la différence entre ces deux secrets. Le premier, je l'appellerais le voile, c'est-à-dire qu'à un Oui, moment donné, il y a un voile d'intime qui vient se poser et que ce voile, il n'est pas forcément corporel. C'est-à-dire que on entend aussi souvent la question de l'abus se pose forcément dans les limites corporelles. Mais en fait, le voile de l'intime, il est corporel, il est psychique. Et les deux se construisent et sont en interaction, c'est-à-dire qu'il y a des abus psychiques qui vont donc, puisque le physique et le psychique sont en interaction permanente l'un avec l'autre, et donc un abus psychique peut avoir chez un enfant des conséquences physiques et même, comment dire, sexuelles. C'est-à-dire qu'on peut vivre finalement un viol psychique avec, qui va avoir comme conséquence des blessures sexuelles profondes, des blessures intimes profondes, sans qu'il y ait forcément eu de passage à l'acte dans sa forme génitale. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de confusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à prendre conscience de ces blessures de l'intime parce que la représentation sociale, elle est l'abus sexuel. S'il n'existe pas, il n'y a rien qui existe en fait, il n'y a pas d'abus. Or, c'est faux. alors ça c'est une question complexe qui m'a demandé des années avant de comprendre, et c'est fondamental pour la thérapie, que ça n'est pas ce que l'on vit qui, mais c'est la manière dont nous intériorisons, nous internalisons ce que nous vivons, et c'est ça notre vécu. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est notre vécu qui va construire c'est un intime que je vais dire sécure, une base intime sécure. Et ce vécu, il est en lien avec notre environnement, il est en lien avec nos proches, et il ne peut pas se construire dans un scénario de seul monde. Et ce qui est très important, c'est que ce vécu, il porte, au-delà des actions, il porte sur les intentions. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça veut dire, qu'effectivement, quand je perçois dans l'acte de quelqu'un une intention
qui va être une intention autre que celle qui est censée s'exprimer dans la relation avec la personne avec laquelle je suis, et ben à ce moment-là, ça va venir faire effraction. Et qu'à ce moment-là, ça va créer, bien sûr, un effet de dissonance et un effet de dissonance majeur. Et ce qui va continuer et développer ce que j'ai appelé les mondes traumatiques, c'est que ces vécus qui portent l'intention de l'autre, hein, de l'autre comme agression, mais aussi de l'agression, elle peut être de l'autre, mais elle peut être aussi de tout ce qui vient valider, cautionner l'autre, que ce soit dans l'espace, par exemple familial, hein, ou communautaire, ou que ce soit dans l'espace social. Et quand tout s'emboîte pour valider ou disqualifier, euh, eh ben, ça ne fait qu'aggraver la situation. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ce qui construit les mondes traumatiques, c'est la relation humaine, c'est pas la Oui, nature, oui, bien sûr, bien sûr. c'est Et en fait, l'intention humaine. ouais. Et pour revenir à cette notion de dissonance, en fait, c'est vraiment une incohérence entre les faits qui sont posés. Par exemple, je donne un exemple un peu extrême, un père qui viendrait toucher les seins de sa fille, voilà, avec une intention, c'est-à-dire qu'on sent dans la relation si l'intention est saine, hein, donc, il peut y avoir derrière une intention un peu perverse et que le père, en même temps, vient dire à sa fille, c'est pour ton bien, dis rien à maman, je vais te donner de l'argent. Donc, en fait, il y a une dissonance déjà entre les mots posés sur la réalité, les faits, et ce que l'enfant va ressentir à l'intérieur. Et en fait, ça crée déjà une incohérence entre les faits, le langage et le ressenti corporel. Donc l'enfant, il va avoir du mal, en fait, à nommer ce qui se passe vraiment. Il est dans la confusion. Là déjà, il y a une transgression qu'il pourra pas nommer parce qu'on vient lui dire, finalement, c'est pour ton bien. En même temps, il sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Enfin, voilà. Oui, ce que je vais reprendre, l'incohérence, elle est au niveau du vécu, ça c'est une première chose, elle est au niveau du vécu parce qu'elle crée une relation conflictuelle, et ça c'est quand même très important à entendre, entre ce qui est en train de se passer là maintenant et les effets que ça pourrait avoir, euh, les effets que ça pourrait avoir, par exemple dans cet exemple-là, sur la famille. C'est-à-dire quand vous dites le père dit ne le dit pas à maman, le ne dis pas à maman, c'est pas ne dis pas à maman, c'est si tu le dis à maman, alors tu, tu prends un risque non seulement de la faire souffrir, mais d'effondrer la famille. Hmm. Et c'est parce que s'il y a ce message-là, tu seras responsable de la faire souffrir. Et donc tu risques d'effondrer le couple et en effondrant le couple, d'effondrer la famille. Tu seras responsable des effets au niveau de la communauté, du collectif. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va verrouiller, c'est d'être amené à ne pas pouvoir dire, parce que dire, ça veut dire menacer d'effondrer le groupe d'appartenance. Et c'est vrai tant au niveau de la famille qu'au niveau sociétal. Hmm. Oui, ça rejoint la question première qui a été posée, c'est Oui, à partir de où je parle, c'est-à-dire que si à un moment donné je prends le risque, et ça c'est valable aussi pour moi, à partir du moment où je prends le risque d'énoncer quelque chose de l'ordre de oui, l'intime qui sait comment dire, c'est ça. passer forcément en interaction avec ma famille, eh bien on prend le risque en fait d'effondrer et le système familial, mais tout le système finalement sociétal quelque part. Aussi, oui. Voilà, En tout cas, les liens entre. Mais il y a quelque chose d'important, c'est que pour que ce message soit crédible, ça veut dire, et c'est ça, c'est que la menace d'effondrement est déjà là. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre, de mon point de vue, c'est qu'en fait, ça n'est possible que parce que déjà le message que la famille pourrait s'effondrer ou que le groupe pourrait s'effondrer est déjà présent. et oui, C'est-à-dire qu'il exprime déjà
les dysfonctionnements dans l'interaction entre, on va prendre la famille, entre la famille ou un groupe social, hein, la famille, la personne et la société. Mais le discours social. L'effondrement, la menace d'effondrement, elle est déjà présente. Oui, elle est présente, elle est d'autant plus présente que, en fait, moi, à travers mes recherches, j'ai finalement Oui, fini par découvrir que la notion d'intimité, du sentiment de soi, oui, était quand même une notion extrêmement récente qui date du 19e siècle, en fait, hein, oui, d'après mes oui. recherches, et puis qui vient s'inscrire dans une histoire du monde où finalement nous sommes des animaux grégaires et que notre besoin de sécurité va se jouer dans le lien au groupe. C'est-à-dire qu'à un endroit, le groupe est plus important que nous-mêmes, parce que sans le groupe, on meurt. En fait, il y a cet enjeu-là. Donc, si on prend le risque de faire effondrer le groupe, que ce soit la famille ou la société, eh bien, on prend le risque de s'effondrer avec et de disparaître et de mourir. Donc, il y a des enjeux qui sont très, très forts, en fait. Ben oui, c'est de mourir ou d'être exclu ou de partir dans la folie. C'est ça. Voilà. Je Mais, connais bien. voilà. Mais, je crois que ça, c'est vraiment important parce que quand, quand vous dites, Marie, on a besoin du groupe pour exister, et ça fait partie de notre condition d'être humain, mais le groupe, il commence par, et c'est ça qui est terrible, il commence par l'être ensemble corporellement. Oui, Et c'est là où aussi il y a quelque chose qui est terrible pour moi, c'est que dans la représentation du corps aujourd'hui, dans cette représentation d'un corps qui m'appartient comme une propriété, c'est-à-dire qu'on confond, on met à distance le toucher affectif qui est absolument indispensable à l'existence. Que ce toucher passe par le regard, que ce toucher passe par la voix, que ce toucher par le contact tactile. Il est absolument indispensable pour notre existence parce que c'est par là que passe notre appartenance à l'humain. hmm, Et ça va plus loin, c'est que même aujourd'hui, on est en train de montrer que quand on partage, alors je le dirai avec mes mots, hein, un même espace-temps, c'est-à-dire comme si on est dans un même monde à ce moment-là, à l'instant présent, et que ça crée des phénomènes de mimétisme et de synchronisation qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire comme si à ce moment-là, on, on est à la fois deux et à la fois on est dans un nous. Et c'est là où va se faire l'expérience d'enrichissement réciproque. Et c'est pourquoi c'est si important dans tout ce que j'ai pu observer et développer, c'est que c'est ce phénomène d'enrichissement réciproque qui va pouvoir servir de base à traiter justement les vécus traumatiques quand ils ont abîmé la personne. eh oui, mais ça c'est très intéressant ce que vous dites parce que en fait oui c'est ce que vient nous apporter l'épigénétique, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est complètement imbriqué dans notre environnement, dans ce nous familial, parce que en fait l'environnement, ben, c'est notre premier environnement déjà, c'est notre corps, et après c'est nos parents, c'est notre famille, c'est la société, enfin etc. Et en fait, on est complètement imbriqué. On a besoin de cet environnement, on se construit avec. Si vous me permettez, je vais rectifier un petit quelque chose à partir de mon histoire. Notre premier environnement, c'est pas notre corps, c'est l'interaction entre le ventre maternel et notre corps. Oui, oui, exact. Ouais, ouais. Oui, oui, Et que ça commence. déjà là, C'est pour ça qu'il y a beaucoup oui, de choses qui se jouent déjà même dans le ventre maternel. Il y et a oui, énormément, ça énormément de commence choses. déjà, Ouais. qu'on le veuille ou non, ça commence déjà à la conception. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, ce que je voulais dire, et je crois qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire autour de ce sujet-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en étant imbriqué dans notre environnement, en étant imbriqué avec l'autre, eh bien, forcément, on ne peut pas dire que ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous concerne pas. Et j'en viens là spécifiquement au fait d'avoir entendu, mais tellement de fois, oh oui, ma pauvre, tu as vécu l'inceste.
hein. Parce que en fait, c'est bien de ça dont on parle finalement, hein, d'un contexte sans limite. C'est un contexte ben, qui est incestueux, qui est éventuellement sous emprise, qui fonctionne en vase clos, enfin, etc. Mais oui, ça ne me concerne pas. Et des gens dire, dans ma famille, il y a tel frère ou telle sœur qui a vécu, mais moi, heureusement, je ne l'ai pas vécu. Mais comment peut-on dire ça? Parce que finalement, si, puisque tout est imbriqué, si une personne dans la famille, si une personne dans la société vit ça, ça veut dire que tout le groupe est infecté. C'est comme un virus, en fait. Tout le groupe est concerné. Ça vient parler d'une dissonance, enfin, comme si la personne qui vivait ça, quelque part, elle n'est que le symptôme visible d'une faille plus profonde, d'une incohérence plus profonde, d'un cadre qui n'est pas contenant, qui n'est pas structurant. Et, euh, et donc, c'est là où, quelque part, quand on aborde le sujet de l'intime, et qu'on croit, on pense n'avoir vécu aucun abus, en tous les cas, aucun souvenir, et pourtant, on va avoir tous les symptômes qui correspondent. Bon, on peut peut-être s'intéresser à ce qui s'est passé dans notre environnement familial et s'apercevoir que là, il y a des secrets, il y a des zones d'ombre et qu'il y a eu effectivement des passages à l'acte. Enfin, du coup, cette question de l'intime, c'est là où je dis elle implique forcément le collectif, le social, elle implique tout le monde et personne ne peut dire ça ne me concerne pas. Sauf à construire, je vais le dire autrement, ce que nous disons et nos croyances, alors on appelle ça du déni, mais je crois que quand on appelle ça du déni, on ne perçoit pas que nos constructions et nos croyances, elles ont comme fonction de nous faire, de tenter de nous faire tenir debout dans un monde cohérent. Oui, 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 bien sûr. Et donc quand je dis ça ne me concerne pas, c'est pas ça me concerne pas, c'est il est hors de question que je perçoive ce qui pourrait me déséquilibrer et me faire souffrir. Ouais. Mm. Et donc, c'est plutôt comme métaphore, c'est je ferme la porte. Et oui, Mais quand je ferme la porte, il y a une moi qui sait que je ferme la porte. mm. En fait, c'est un système de protection, en fait, hein. C'est comment je dénie le réel, la réalité, comment je Oui, me coupe même de mon ressenti pour ne pas sentir quelque chose, pour ne pas voir quelque chose qui pourrait complètement me mettre en insécurité. L'insécurité est déjà là, mais parfois on est sur le fil et en fait, on en revient à cet effondrement. C'est-à-dire que si à un moment donné, je commence à entendre, à voir, à percevoir la réalité de ce que j'ai vécu ou de ce qui s'est vécu au sein de ma famille et qui m'a enfermé finalement dans un secret, eh bien, si je commence à voir tout ça, je vais m'effondrer. Enfin, on en revient toujours à cette histoire que finalement, ce monde traumatique nous enferme dans le mutisme. On c'est devient ça, sourd, aveugle et muet, en fait. c'est ça. Et c'est comme ça que C'est-à-dire, la en fait, société devient sourde, aveugle et muette. Elle ne veut pas s'effondrer oui, sur un plan plus large quand oui, on regarde. oui, mais il y a quelque chose d'extrêmement difficile dans le dévoilement, c'est de pouvoir témoigner du vécu et pas des représentations de ce que j'ai vécu et des interprétations que je fais. Et pour témoigner de ce que j'ai vécu, c'est avec les tripes et avec le cœur et pas avec la tête. Ah, Le langage de la narration. Et encore faut-il qu'il y ait en face quelqu'un qui peut écouter et entendre sans juger. bah oui, mais c'est toute la difficulté justement, parce que quand on est dans le mutisme, le langage a disparu. En plus de ça, les mots posés sur la réalité, sur le mythe de la famille harmonieuse, enfin, etc., fait qu'à un moment donné, on ne peut pas poser les mots. Enfin, en tous les cas, moi, dans mon histoire, c'est comme si on m'avait coupé ma langue. Je n'avais pas les mots pour dire, parce que non seulement je ne trouvais personne pour m'entendre, encore moins pour me croire, et donc, systématiquement renvoyée au doute, à la folie, et que je n'arrivais plus
parler en fait. Donc en fait, c'est le langage qui disparaît. C'est le langage qui disparaît. Ou le langage qui est utilisé, c'est un langage mensonger qui va décrire une réalité mensongère. Et en fait, il s'agit du coup, parce que moi, mon chemin de reconstruction, il est passé vraiment par la quête des mots. J'avais besoin de comprendre et j'ai eu besoin de réapprendre à partir de mon intériorité et à partir de l'émotion qui m'habitait et qui n'arrivait pas à s'exprimer en fait. Il a fallu que j'attende l'âge quasiment de 35 ans à peu près, 35-36 ans, pour arriver à pleurer sur la petite fille blessée. C'est-à-dire qu'avant, j'étais capable de raconter des faits, mais comme l'émotion, l'expression d'une émotion était pour moi dangereuse, parce qu'en fait, c'était un interdit dans ma famille. Si j'avais le moindre débordement émotionnel, je risquais d'être mis à la DAS, abandonné, rejeté, voilà. Donc, j'avais appris à ravaler toutes mes émotions. Donc, même quand j'ai pu enfin trouver une oreille qui pouvait m'écouter, elle écoutait les faits, mais l'émotion n'arrivait pas Enfin, moi, je dis qu'une écoute véritablement guérisseuse, c'est celle qui vous permet d'entendre ce que vous dites et de vous reconnecter à cet émotionnel. Mais lorsque le trauma est tellement fort, on peut pas tout sortir d'un seul coup. Donc, il faut aussi, voilà, prendre de la patience et que cette émotion puisse se libérer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, l'écoute, c'est-à-dire celui qui va écouter, et ce que vous dites, c'est fondamental, pouvoir rencontrer quelqu'un qui puisse écouter, contenir l'émotion de l'autre sans chercher à la sauver. Parce qu'en fait, dès lors qu'on va chercher à la sauver, on va aller trop vite. Donc en fait, il faut maintenir la personne dans un état de sécurité intérieure. Donc en fait, cette écoute thérapeutique, elle demande de faire déjà le deuil de la toute-puissance sur l'autre, de vouloir sauver l'autre à tout prix. Elle demande, enfin, voilà, donc c'est rare les personnes qui sont en capacité d'écouter ces histoires-là dans la justesse, et afin de permettre à la personne de pouvoir retrouver le fil d'elle-même, le fil des mots MOT et l'expression des mots MAUX. Et tout ça dans un langage articulé, parce qu'au départ, quand le langage, quand les mots s'expriment, c'est chaotique. Moi, j'ai mis 40 ans avant d'arriver à structurer ma pensée et à m'exprimer dans un langage articulé, cohérent, puisque j'étais issue d'un monde complètement incohérent, en fait. Ben oui, Donc oui, ben oui. l'écoute, oui, 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 l'écoute, et puis l'expression de l'émotion qui a été contenue pendant tant et tant et tant et tant d'années, et qui fait que, là aussi c'est pareil, c'est un système de défense. C'est-à-dire que si j'exprime ce vécu, si je laisse sortir cet émotionnel, mais je vais m'effondrer tellement c'est énorme. Moi j'avais juste l'impression d'avoir un monstre à l'intérieur de moi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je dis que un monde traumatique, il se construit comme un monde vivant et que la première chose qui l'organise, il y a trois choses. C'est la monstruosité, ça c'est la monstruosité, qui porte la monstruosité humaine et qui amène à enfermement et à l'errance. Et ça ramène à l'écoute, oui, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est à la fois une écoute où ça nécessite pour la personne qui écoute à la fois d'être touchée sans être débordée, parce que si elle n'est pas touchée, il n'y a pas de rencontre humaine, Tout à fait. et en même temps, dans le non-jugement, et ce non-jugement, il est extrêmement difficile aujourd'hui, parce que pour être dans une position de non-jugement, ça nécessite d'accepter le fait, c'est pas d'être d'accord avec. Et c'est quelque chose de terrible, parce que je sais bien que ce que je vais dire peut être complètement interprété de travers et déformé. C'est d'accepter le fait que euh, la monstruosité humaine est consubstantielle de l'être humain et de l'humanité, et que d'imaginer une humanité sans monstruosité, c'est une utopie complète. Et cette utopie, elle a quelque chose de terrible. Parce que justement, quand on est dans des histoires, on essaye à certains moments de s'accrocher à cette utopie d'un monde imaginaire meilleur où il ne pourrait y avoir aucune monstruosité. L'ennui,
c'est que ça continue à faire souffrir et à mettre du désordre. Eh oui, oui. Ce que vous dites là, c'est vraiment, mais c'est tellement précieux. C'est ma bataille à un moment donné de pouvoir, comment dire, intégrer que nous sommes pas que des gentils. Et que, je dirais, quand même, le plus grand prédateur sur cette planète, c'est quand même l'être humain. Et que ça vient aussi toucher quelque chose de fondamental. Parce que, alors, moi, combien de fois j'ai été mais, montrée du doigt, jugée, parce que, comment dire, je m'étais réconciliée avec mon abuseur et que derrière, tout de suite, le jugement arrive. Comment peut-on aimer un monstre? C'est pas possible, tu n'es pas guéri, tu es dans le syndrome de Stockholm, tu es toujours identifié à ton agresseur, enfin, etc. Or, moi, tout le travail que j'ai fait a été d'humaniser ce monstre en moi pour pouvoir l'exprimer de façon cohérente, articulée, paisible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre parler des faits sans aucune émotion, parce qu'en fait, c'est complètement bloqué à l'intérieur, et à un moment donné, être complètement dans le chaos, l'émotionnel, les perturbations émotionnelles, hein, enfin toutes les manifestations du trauma en fait, hein, qui fait qu'on est dans une souffrance terrible avec des scénarios qui ne pouvant pas se digérer. Tournent en boucle, hein. C'est le phénomène même du traumatisme où à un moment donné, tant que le trauma n'est pas libéré, digéré, on est enfermé dans une boucle temporelle. Donc, à un moment donné, cette monstrueuse, parce que moi, je suis vraiment passée par des états où je pensais que j'étais habitée par une entité. J'étais jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était moi, que c'était rien que moi. Donc, humaniser. Mais pour humaniser cette relation avec moi-même, pour me réconcilier euh, avec tout ce que je suis et seulement ce que je suis et apprivoiser ce monstre, il a fallu que je fasse tout ce travail d'apprivoiser aussi ma relation à l'autre, d'arrêter de le voir comme un monstre, parce que finalement je voyais des monstres partout. Mais le premier monstre dont il était question, c'était mon abuseur, c'était mon agresseur. Et donc à un moment donné, en me réconciliant avec cette part monstrueuse en moi et en acceptant finalement que je n'étais pas ni toute blanche, ni toute noire, ni que gentille ou que méchante, enfin, etc. Finalement, j'ai tissé quelque chose de complexe, non pas de blanc et noir, hein, c'est-à-dire qu'on sort de cette dualité des extrêmes pour finalement élaborer quelque chose avec des dégradés de gris et puis finalement multicolore, c'est-à-dire qu'on commence à sortir de cette vision manichéenne du monde pour entrer dans la pensée complexe, en fait, hein, une pensée élaborée qui, moi, m'a permis enfin de pouvoir écrire, écrire. Mais tout ça, c'est passé par forcément l'humanisation donc de ma relation à moi-même, aux autres, au monde et à mon agresseur. C'est-à-dire que finalement, quand la société vient, et ça je vous l'ai entendu dire dans une vidéo, et c'est vraiment ce témoignage qui m'a dit, je l'appelle, c'est que quand on vient définir, nommer les agresseurs comme des monstres et comme étant condamnables, tuables même, c'est-à-dire qu'ils méritent que le mépris, il faut tuer ces gens-là, enfin, etc., on empêche la victime de se réparer. Tout à fait. Alors, je dirais deux choses. Quand on nomme, ça permet de... Et c'est bien là où on revient à la question du silence mutique. Parce que le silence mutique, c'est pas de nommer l'agresseur, c'est à travers le fait de nommer l'agresseur, c'est de nommer la monstruosité. Sauf que pour nommer la monstruosité, ça nécessite qu'elle puisse être reçue. Et à partir du moment, et pour qu'elle soit reçue, bah, ça veut dire que ça vient questionner la part de monstruosité chez soi, la part de monstruosité dans le groupe, dans la communauté, dans la famille, et la part de monstruosité dans la société. Et donc, à partir du moment où tout est focalisé et que le monstre ne reste qu'un monstre à l'exclusion, eh bien, on condamne en miroir la personne à une position victimaire qui est encore une position de représentation avec qui n'est pas au niveau de son vécu et qui dit tu dois rester victime pour qu'on puisse nommer l'autre comme monstre et comme agresseur. Et on en arrive.
et c'est ça qui est absolument monstrueux, c'est qu'on en arrive finalement à mettre l'agresseur parce que ça n'est pas quelque chose c'est pas un contexte vide de relation. Ben, on en arrive à le mettre en position, j'allais dire, de bouc émissaire, ce qui est quand même hallucinant. Et on en arrive à mettre en position de bouc émissaire en envoyant comme message implicite à la personne qui est qui a été victime. Si tu ne cautionnes pas ce système-là, alors c'est toi qui deviens agresseur. Et on inverse les rôles comme ça. C'est complètement fou. Oui, oui, exactement. Exactement. C'est complètement fou. C'est la victime qui devient l'agresseur, qui devient enfin moi voilà l'étiquette lamenteuse, hein, ou la folle. Voilà. T'inventes des choses qui n'ont pas existé, ça C'est n'existe ça. que dans ta tête. Donc en fait, en condamnant ça, moi j'étais aussi empêchée de me relier à mon imaginaire, parce que tout ce qui était imaginaire pour moi était fou. Et donc du coup, C'est ça. j'ai tout le monde de l'imaginaire, j'étais noyée dedans parce que je ne pouvais pas, je n'y avais pas accès et en même temps, enfin, c'était vraiment un truc de dingue, quoi. Et c'est pour ça que moi je dis, j'ai été violée finalement une fois par mon agresseur, mais 50 000 fois par ma culture, par tous ces gens qui n'ont pas, pour des raisons X et Y, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su accueillir cette parole, accueillir ce fait, accueillir... euh, oui, mon histoire, ma parole, enfin, et en fait, on se rend pas compte, la société ne se rend pas compte à quel point le déni, et c'est là où ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que finalement, l'agresseur, c'est aussi la société. Et c'est d'abord et avant tout la société. Le monde traumatique, c'est la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais alors, je dirais que la société participe à l'entretien. Oui, c'est ça, oui, voilà. Parce En que fait, si on commence à nommer, on continue à faire, vous voyez, on fait balader les figures d'agresseurs. mm, Mais dans dans un travail qui va être justement d'accompagner la personne à transformer son vécu pour, pour que ce vécu sorte de l'emprise et que sa vie sorte de l'emprise du monde traumatique, et puis se transformer. À chaque fois qu'on nomme un agresseur de manière exclusive, on n'est plus dans les processus et les relations. Et donc, si on dit, et à ce moment-là, on monte un peu en escalade, et si c'est, non, c'est, vous voyez, c'est pas, c'est la faute qui est reportée, et le oui, problème, c'est qu'on continue à entretenir le scénario. Et en fait, c'est un processus. En fait, c'est un processus. c'est contamination, C'est un processus, mais c'est un processus collectif. Oui, c'est c'est une ça. contamination. Mais alors, justement, pour en revenir à la réparation, finalement, comment fait-on pour sortir de ce silence, de ce mutisme, pour finalement se réparer, sans prendre le risque de l'effondrement, du cataclysme de notre environnement et de nous-mêmes, finalement? Comment ça se passe? Comment... Alors, quand vous dites, je peux dire à partir de mon expérience, euh, d'abord, aujourd'hui, j'ai abandonné le terme se réparer Hmm, parce parce qu'en fait, on ne peut pas se réparer, on ne peut que transformer ce que l'on a vécu en autre chose. hmm. Et le transformer, c'est c'est qu'est-ce que dans ce que j'ai vécu et que je ne peux pas changer, qu'est-ce que alors, je sais, ça va être insupportable d'entendre dire ça, mais c'est pour ça. C'est qu'est-ce qui peut qu'est-ce que je peux en tirer comme expérience qui vont devenir pour moi des ressources de vie Oui, tout à fait, bien sûr. et, et à multiniveau. Et donc, c'est une opération de transformation. C'est pour ça que pour moi, dans le travail thérapeutique, l'effondrement est inévitable. Parce que c'est pas l'effondrement de la personne dont il s'agit. C'est l'effondrement de l'emprise du monde traumatique sur la vie de la personne. Et que c'est ça qui va permettre à la personne d'exister
de se découvrir comme une renaissance, exister en dehors, je veux dire, en dehors de l'emprise du monde traumatique, c'est-à-dire d'exister comme être vivant, plein et entier. Et c'est ce mouvement de passage qui est pour moi le mouvement thérapeute, le mouvement du processus thérapeutique et qui peut être long, qui peut demander plusieurs étapes. Et enfin, parce que ça nécessite que la personne elle soit prête aussi. Et ce d'autant que ce qui fait l'obstacle le plus majeur, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas l'agresseur en lui-même. C'est tout ce qui cautionne, entretient et valide la position de l'agresseur comme normale. C'est-à-dire que c'est tout le réseau d'appartenance. Hmm. Mais donc du coup, il y a vraiment, c'est vraiment cette question de merveilleux malheur, hein, de ce fameux livre de Boris Cyrulnik. C'est comment faire de son histoire une œuvre d'art, c'est-à-dire quelque chose qui me dépasse, qui me C'est transcende. ça. C'est-à-dire que en fait, c'est faire de mon histoire intime, finalement, quelque chose qui, qui va avoir des rebondissements créateurs dans le social. C'est-à-dire, c'est quand vous dites finalement, mais qu'est-ce que je peux tirer de cette histoire? Quelles sont les leçons finalement? Qu'est-ce que cette transformation va pouvoir m'apporter à moi? Mais c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Aux autres, quand vous dites finalement, moi j'œuvre aujourd'hui pour les générations futures, c'est-à-dire que d'un vécu intime qui nous a enfermés dans un mutisme, on en fait quelque chose de transmissible qui concerne le collectif et qui nous dépasse. Parce que moi, Alors, allez-y, Marie. oui, C'est parce que là, j'aimerais rectifier quelques trucs. ouais. Si- Non, c'est parce que en fait, moi Allez-y, je dis ça, allez-y. je dis ça à partir de mon expérience personnelle où en Oui, fait, moi, tant que j'étais dans ce monde traumatique, j'avais le sentiment d'être aplatie à ma dimension de chair et d'os, quoi. Et qu'au fur et à mesure de ma réparation, c'est comme si, comment dire, je me remettais debout et je me oui, reconnectais à ma trinité humaine, oui, c'est-à-dire un être de chair, d'esprit oui, appartenant à un groupe et parlant oui, langue. Et j'ai de nouveau pu accéder au langage, à un langage cohérent, à un langage qui fait repère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut quand même s'apercevoir que dans la société, dès qu'on parle, personne n'a les mêmes définitions des mots. Le langage il n'est plus devenu un repère, en fait. Et le sens des mots. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque part le symptôme, le signe qu'il y a quand même des choses qui sont très désincarnées, très incohérentes dans notre système social. Les mots ne sont plus des repères. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qui fait repère aujourd'hui dans notre société. Mais en tous les cas, pour moi, il y a vraiment cette idée, effectivement, de transcender l'histoire, de la transformer, et non pas effectivement de réparer, mais de transformer pour en faire une œuvre d'art, quelque chose de transmissible qui concerne le collectif. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut reprendre sa place dans le groupe. Parce que réparer son intime et rester toujours enfermé chez soi parce que la relation à l'autre, elle est juste impossible. Parce que dangereuse, parce que c'est ça en fait, hein, c'est réparer la relation à soi et à l'autre, hein. On en revient donc à votre thérapie du lien et des mondes relationnels. Il y a vraiment, quand l'intime a été transgressé, c'est toute la question du lien et de la relation qui a été cassée. c'est ça. Parce que aujourd'hui, il y a une confusion entre intime et intimité. Ouais. Intime, c'est l'expérience corporelle de l'intime. C'est ce qui crée, c'est ce qui permet d'avoir cette expérience. Alors, en français, on dit de sécurité, en anglais, on dit secure et c'est beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire d'avoir confiance dans la relation humaine comme soutenante, comme source d'apprentissage, comme accompagnement, comme reconnaissance, c'est-à-dire tout ce qui fait le processus d'humanité. L'intimité, c'est la représentation, je vais dire, culturelle de l'intime. Et la représentation culturelle de l'intime, c'est pas l'intime, c'est la représentation de l'intime. Hmm, Il va varier en fonction des époques et des cultures. hmm. Et, euh, et quand je commence à dire mon intimité, ben non, je suis plus sur l'expérience collective de l'intime. Je trouve qu'il y a une autre confusion qui est de taille, c'est celle entre intimité et authenticité. Et on voit bien Oui, aujourd'hui dans les réseaux sociaux ou même dans les bouquins, enfin tout ce qui va se transmettre, sous prétexte d'être authentique, on se balance à poil sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire, on est vraiment dans de l'intimité, en fait, enfin, et on va, sous prétexte d'être authentique, c'est-à-dire qu'il y a plus ce repère-là, en fait. Pourtant, Alors, on peut être très authentique oui, sans rien dire de notre histoire intime. D'ailleurs, je pense que vous paraissez authentique. Qu'avez-vous dit de votre histoire intime? Pas grand-chose. Moi, là, c'est pareil. Je veux dire, pas grand-chose. Et pourtant, on a bien dit qu'on parlait à partir de notre vécu intime. oui. Alors, je vais quand même dire quelque chose, c'est que justement, l'authenticité, elle ne peut être que quand l'intime est en place. Oui, tout à fait. Et l'intime, c'est le respect des limites. Et pour le respect des limites, il faut qu'il y ait des frontières, sinon on est dans l'exhibitionnisme et le voyeurisme. Mm, Et l'exhibitionnisme et le voyeurisme sont encore des extractions de l'intime. tout à fait. Tout à fait. Et, et, et si ça avait un effet, si ça avait un effet j'allais dire, je vais parler, si ça fait un effet curatif de transformation, mais c'est même pas le cas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pas que la parole elle sorte comme elle sortirait, comme si je me mettais à vomir. Vous voyez, mon histoire. Le problème, et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est de se retrouver avec une écoute qui permette que l'histoire, comme vous l'avez dit, sorte à l'extérieur de moi et prenne une forme cohérente qui Mm, puisse être partagé, qui devienne un dialogue. oui. Et c'est là où il y a l'effet, où je vais à ce moment-là pouvoir m'approprier les effets de ce dialogue et pouvoir, euh, comment dirais-je moi, intérioriser l'insupportable. Mais s'il n'y a pas cette position-là, je suis toujours dans de vomir mon mal-être. Mais vomir mon mal-être, ça fait du bien peut-être sur le moment, mais ça n'a jamais Et on, changé. et on voit bien sur les réseaux sociaux et surtout ces dernières années avec toute cette mise en lumière de la pédocriminalité, c'est comme si il y avait, on donne à voir les détails croustillants, l'extrême des situations. On met vraiment, comment dire, c'est comme si on se mettait, mais complètement, on fait enfin, de la chair à pâté, enfin, enfin, et puis ça fait de l'audimat, et puis ça fait du buzz, et puis ça fait, et en fait comment dire, une personne qui est amenée comme ça à dévoiler son intime dans vraiment les choses les plus terribles, non seulement elle s'abuse elle-même, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans l'abus, elle continue, elle perpétue le viol que certainement elle a déjà subi, mais c'est comment le système social finalement en faisant ça perpétue aussi cette violence, cet abus, cette transgression de l'intime. Moi, je vois bien comment les réseaux sociaux, en fait, transgressent l'intime. Moi, dans mon processus d'écriture, il y a eu plusieurs années de ma vie où j'ai écrit. Et je parle vraiment de l'écriture thérapeutique où j'écris les faits, enfin voilà. À un moment donné, c'est comment le fait d'écrire et surtout de relire ce qui est écrit m'a permis d'avoir une réflexivité, de comprendre, de mettre du sens et aussi d'exprimer mes émotions parce que c'était pas le fait d'écrire qui me générait de l'émotion, c'était le fait de lire. D'un seul coup, c'est ah, et donc à ce moment-là, je devenais c'est-à-dire que cette oreille, cet autre que je ne trouvais pas pour m'écouter, pour écouter ce vécu, j'ai dû le rencontrer en moi, j'ai dû rencontrer cette écoute en moi. Et voilà. Mais après, il y a eu une troisième étape, c'est-à-dire qu'il y a eu l'écriture thérapeutique, l'écriture socialisante et l'écriture socialisable. C'est-à-dire comment je peux parler de mon histoire sans déclencher l'horreur, le dégoût, fermer les yeux, les oreilles et le cœur. Parce que moi, C'est c'est ce ça. que je provoquais, c'est-à-dire à chaque fois que je prononçais ne serait-ce que le mot inceste, ou même d'autres mots, c'était tout de suite berk. Donc en fait, j'ai fini par comprendre que l'inceste était un égrégore qu'on ne pouvait pas attaquer de front et qu'il s'agissait d'aborder d'une façon socialisable, en fait. Comment penser une chose qu'on ne peut pas nommer? En fait, c'est très important ce que vous dites, Marie, parce qu'en fait, c'est ça qui emprisonne et qui maintient socialement dans le silence. Comme l'ont dit nombre de patientes et de patients que j'ai pu suivre
pendant ces 45 ans. Et je peux en témoigner moi-même. C'est-à-dire que pendant des années, quand était exposé, alors les films, je sais, donc je pouvais éviter les films, mais quand était exposé euh, ce genre, cette manière d'exprimer qui est de sortir sur un mode, voilà, dans les médias, de sortir je veux dire, de sortir son histoire brute de décoffrage, si je peux parler comme ça, Mm, ça crée chez moi des réactivations traumatiques à mm, chaque fois. mm. Et, euh, et c'était, et je répète, hein, ça a été le témoignage de nombre de patients et de patientes, hein, qui en arrivaient même à dire, je coupe tout contact avec les médias parce que ça me rend, ça me perturbe trop. Bah, Et donc, ça réactivait le vécu. Parce que c'est la question, ce n'est pas effectivement de dire les choses. En plus, vous venez de dire en plus quelque chose d'extrêmement important et qui est dans la thérapie que j'ai développée, c'est que c'est l'enveloppement qui va permettre de contenir le monde traumatique et de le transformer en une histoire partageable. Et donc, si je dis les choses, donc c'est toujours, ça commence tout le temps par un travail indirect et pas par un travail direct. Et dès que je suis dans le direct, je prends le risque de réactiver, quelle que soit la position, je prends le risque de réactiver tout ce qui va maintenir l'autre dans le silence. Mm, Pourquoi? Parce que ça va réactiver l'insupportable. mm. Et c'est important ce que vous décrivez parce que, en fait, quand vous dites j'ai pardonné à mon agresseur, je crois qu'il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que pardonner à son agresseur, c'est pas pardonner à son agresseur, c'est se pardonner d'avoir été, je veux dire, de s'être débattu dans cette histoire-là, et qu'inévitablement, dans le fait de s'être débattu dans cette histoire-là, nous-mêmes, nous avons à certains moments, euh, ça nous a amené à avoir dans la relation aux autres des positions d'agresseurs et des positions pas clean. C'est inévitable quand on est dans la survie. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Mais je tiens quand même à rectifier quelque chose, c'est que je n'ai absolument pas pardonné Non, mon agresseur. C'est le pardon est arrivé à un moment donné comme une évidence. Il était là, c'est quoi. ça. Et c'est là où je me dis, attention, le pardon, ça peut être aussi une fuite en avant, c'est-à-dire je pardonne, tout va bien, et puis Alors, je m'assois dessus, et puis voilà. Non, moi alors, j'ai confronté mon agresseur, j'ai même porté plainte, il y avait prescription, enfin, ça a été une très longue histoire. alors, Mais en fait, Marie, c'est justement tout ce travail de confrontation, de mise en sens, enfin, etc., qui fait qu'à un moment donné, le pardon m'a été donné, quoi. Pour moi, le pardon, c'est quelque chose qui se reçoit, c'est pas quelque chose qui se donne. vous avez parfaitement raison. Et je rectifie tout de suite. Le pardon, il se reçoit. Ce que je voulais dire, c'est que le pardon, il se reçoit parce qu'il exprime d'abord le, le, le processus de réanimation qui se met en mouvement chez soi. Et il ne peut avoir lieu que si je vois la part humaine chez l'autre. Sinon, c'est pas possible. Tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, C'est qu'à un moment et donné, apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, avec ses failles et avec... Parce qu'il n'y a pas que du mauvais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est arrêter d'identifier les faits, les comportements avec la personne, l'individu en c'est lui-même. ça. Dès qu'on réduit, de toute façon, c'est ce que je dis dans le travail thérapeutique, si on réduit, si quand vous recevez quelqu'un, vous ne pouvez pas faire autrement que de réduire la personne à ses actes, à ce moment-là, il n'y a pas de thérapie possible. Mm. Ça ne veut pas dire excuser les actes, c'est pouvoir témoigner de l'inacceptable. De toute façon, il n'y a pas de processus de réhumanisation sans témoignage de l'inacceptable. Mais ce qui est problématique dans cette affaire-là, c'est que le témoignage de l'inacceptable ne peut venir que du vécu et pas de ce qu'on dit sûr. Et à ce moment-là, pourquoi il peut venir que du vécu? Parce qu'à ce moment-là, quand il sort, il contient à la fois l'expérience de la personne, mais aussi l'expérience de toutes les personnes qui ont pu vivre. Exactement. Et, et c'est au nom du sens de la vie, c'est-à-dire au nom de l'universel.
Ouais, exactement. Et ça, j'en ai vraiment fait l'expérience dans mon premier livre qui était en trois parties. Il y avait une partie biographique où je racontais les faits, une partie théorique où c'était toute la partie réflexive, enfin, là où j'avais compris, où je transmettais finalement ce que la vie m'avait appris, finalement, tous les processus que j'avais compris. Et la troisième partie, un conte de guérison. Et là, et c'est là où je dis que l'art est absolument merveilleux parce que là, on transcende quelque chose. Là, on est dans un langage universel, on est dans un langage archétypal. Et en fait, j'ai jubilé, j'ai écrit ce conte en 15 jours, tellement il était là, il débordait de moi. Une fois qu'on m'a expliqué comment je pouvais le fabriquer, à partir de quels ingrédients, je l'ai écrit, tout était fluide et j'ai eu cette jubilation de dire des choses, mais tellement intimes, beaucoup plus intimes de ce que j'avais raconté dans mon récit, parce que justement, le récit biographique, pour moi, il m'a demandé de faire le tri entre qu'est-ce que je dis qui est politiquement important de dire pour comprendre l'histoire, mais qu'est-ce que je ne dis pas pour préserver mon intime et justement retisser ce voile de l'intime. Et en ça, le récit, une fois qu'il a été socialisé, il a été hyper constructeur, il est devenu comme un mythe fondateur. Mais alors ce conte de guérison qui terminait la dernière partie de mon livre et qui finalement mettait en place un triptyque corps, esprit, âme, et donc me réinscrivait dans ma trinité humaine, finalement, à travers ce conte, j'ai dit des choses hyper intimes, mais dans un langage tellement universel que en fait tout le monde pouvait lire et c'est la magie des contes en fait, c'est la magie des contes, c'est la magie de l'art, la magie des métaphores et des Ouais, c'est-à-dire que c'est, l'acte créatif qui permet de transformer le trauma en expérience de vie. voilà, c'est ça. Et puis après, c'est comment effectivement j'ai pu, parce que derrière tout ça, j'ai reconnecté avec ma créativité, j'ai voulu transmettre, j'ai créé des spectacles pédagogiques pour adultes, où tout le temps on me disait, mais tu nous racontes l'histoire de la vie, c'est-à-dire que j'avais même pas besoin de dire que c'était mon vécu. Parfois, on me posait à la fin du spectacle et puis je disais, bah, c'est mon vécu. Ah bah, en fait, tu racontes l'histoire de la vie, on ne voit pas que c'est ton vécu, mais en même temps, c'est pas étonnant. Voilà. Mais c'est quand on transcende quelque chose, on raconte l'histoire du monde. On raconte plus une histoire complètement déchirante, une mise à nu. Enfin voilà, on est dans l'histoire de la vie. Et c'est là où ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la monstruosité est complètement fait partie de la nature humaine. C'est ça. Mm. Elle est réduite, j'ai l'habitude de dire, elle est réduite à sa dimension misérable. Mm. Ouais, Et quand elle est réduite à sa dimension misérable, elle a plus de prise. voilà. Et quand on a apprivoisé le monstre en soi, on ne le projette plus à l'extérieur, on ne le voit plus à l'intérieur. Enfin, ça change complètement la vision du monde, quoi. On peut le voir dans sa réalité. Oui. Alors, et ça, c'est important ce que vous dites, parce que pour moi, on n'apprivoise pas le monstre en soi, pour une raison très simple. C'est que c'est pas nous qui avons choisi de mettre le monstre en soi et qu'il a rien à faire dans le soi. Et que justement, c'est ce qui fait que euh, ce monstre qui n'a rien à y faire et qui est porté par l'intention de l'agresseur ou du monde de l'agression, euh, fait que même notre espace corporel devient un espace hostile. Mm. Ouais, 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 ouais. Hein, on est bien d'accord. Ah oui, on est bien d'accord. On On- est bien d'accord. Et, Ouais, ouais, et mon corps était mon pire ennemi, alors c'est qu'aujourd'hui, ça, mon il est mon corps plus était mon grand pire copain. ennemi. Oui, mon corps Ah était. ouais. Et quand mon corps est plus mon pire ennemi, bah en fait, on n'est pas loin d'être dans un vécu, je dirais un mot très fort, mais dans un vécu qui a quelques analogies, même si elle n'est pas objectivée, mais dans l'implicite, quelques analogies avec la torture. C'est-à-dire que la fonction de la torture, c'est de transformer le corps de la personne en son pire ennemi. Ouais, mais un objet de torture, mais c'est exactement comme ça L'objet de que je l'ai torture. écrit, hein. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Et en fait, tout le chemin a consisté à
effectivement, il y a pas, on n'apprivoise pas ce monstre. En fait, on le transforme complètement parce qu'aujourd'hui, le rapport à mon corps, c'est tout le rapport au sacré. Mon corps est devenu un temple sacré. Et en fait, je suis passée effectivement de ce corps torture à ce corps sacré. Et en fait, ça a été toute ma reconnexion au sacré de la vie, à ma nature, à l'univers. Et je me suis ouverte à toutes ces sphères, en fait, au départ, comme ces sphères faisaient partie de l'imaginaire et que je voulais pas, parce que on va encore me dire que je suis folle, bah, je me suis ouverte, en fait, au plan subtil, à tout ce qui est plus grand que moi. C'est là où je dis qu'il y a vraiment cette transcendance qui est à l'œuvre et où, à un moment donné, enfin, retrouver, retisser les liens avec son environnement. Moi, ça m'a amené jusqu'aux étoiles. Aujourd'hui, je fais de l'astrologie sidérale et ça m'a amené jusqu'aux étoiles, quoi. C'est comprendre vraiment qu'on est un être humain dans un groupe d'appartenance, une famille, une société, une terre, mais aussi un univers, un cosmos. Et moi, je me vis aujourd'hui comme enfant de l'univers, en fait, tout simplement. J'ai retrouvé ce sacré. Et quelque part, ça peut paraître complètement incroyable, mais je pense que je ne suis pas la seule à le dire aujourd'hui, hein. Il y en a qui le disent aussi par rapport à la maladie, comment la maladie m'a guéri. Et notamment, là, je vois bien que ce cancer traversé, il y a quelque chose de cet ordre-là, encore une fois, qui s'est joué. Mais ma vie et l'histoire incestueuse que j'ai vécue m'a complètement guéri, en fait, m'a complètement mis en vie, donner la vie. Enfin, c'est vraiment l'idée de renaître de ses cendres, hein. C'est finalement, j'ai tiré parti, c'est-à-dire que ce mutisme, ce silence dans lequel finalement j'ai évolué toute ma vie, m'a obligée à plonger au plus profond de moi, d'aller faire face à tous ces monstres à l'intérieur de moi, et que finalement, tel un héros, tel Hercule et ses 12 travaux, je suis ressortie vainqueur, guérie parmi les dieux, et avec cette reconnexion à cette dimension divine, à cette dimension mystérieuse, à cette dimension qui nous dépasse et que j'étais loin d'imaginer qu'elle pouvait exister. Alors, Marie, euh, effectivement, je crois que la question du sens, hein, se pose puisque nous sommes des êtres qui avons accès à la conscience réflexive et donc la question du sens, donc le sens c'est spirituel au sens premier du terme, après c'est quelle forme ils prennent. Pour moi, et c'est quelque chose auquel je suis attentif, c'est que à la fois ça nécessite que cette dimension du sens et du spirituel se développe, et en même temps, c'est comme pour l'imagination et pour l'intuition, à condition que elle se concrétise, comme j'ai l'habitude de dire, sur le plancher des vaches. Sinon, on repart dans l'idéalisation, et le problème de l'idéalisation, c'est que ça peut être aussi une manière d'entretenir le monde traumatique. Tout à fait. On parle bien de spiritualité incarnée. C'est-à-dire C'est que en ça. fait, c'est toujours ce tissage entre, Ouais, ouais, entre le blanc et le noir, mais le visible et l'invisible, la ouais. matière et le subtil, et c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est bien les deux. Et en fait, c'est le mariage des deux, ce qu'on appelle le mariage sacré, hein, le mariage du couple intérieur, hein, qui fait qu'à un moment donné, on incarne les choses dans Oui, le monde de la matière, quoi. Les choses, elles s'incarnent. oui, Mm, c'est ça. Et c'est important parce que c'est pas le corps mécanique qui est en jeu, hein. mm. C'est pas le corps dans sa dimension fonctionnelle mécanique. C'est le corps relationnel qui est en jeu. Et donc c'est c'est comment ce corps relationnel à travers les expériences et l'internalisation des expériences nous construit. Mm. Et, Mais c'est très important ce que vous dites, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, la spiritualité peut être une fuite en avant. ah bah ça oui, ça l'est forcément à un moment donné dans le parcours. Sinon on n'existe plus. Il y a des moments où on ne sait plus si on est dans l'illusion et dans une spiritualité éthérée ou si on est dans la folie. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je n'ai jamais cherché ce monde spirituel. Pour moi, c'était, attention, si tu vas par là, on va encore te dire que tu es folle. Donc moi, au C'est contraire, ça. je l'ai rejeté, je l'ai rejeté. Et ça a été comme le pardon. C'est quelque chose qui m'est tombé sur le coin de la figure à un moment Oui, mais donné. Marie, quand vous dites je l'ai rejeté, c'est qu'il était déjà là.
Alors, je Oui, crois que c'est vraiment bien important de sûr, faire bien sûr. Je crois que c'est vraiment important de faire comprendre, ça va être en lien avec ma propre histoire de vie, c'est qu'en fait, je sais bien que tout ce qui m'a permis de traverser tout ça et de développer tout ce que j'ai développé, et ça c'est un mystère, c'est que aussi loin que je remonte, il y a une énergie de vie qui m'habite, et que c'est cette énergie de vie, c'est comme si le monde traumatique, à ce niveau-là, et c'est comme s'il passait son temps à essayer de vouloir faire éteindre, comme de mettre, mais une intention d'éteindre cette énergie de vie en moi, enfin, ce qui fait que j'existe. Hein, ce qu'on appelle l'élan Exactement. vital, tout ça. Exactement, c'est bien pour ça que je dis que en fait les abus et notamment l'inceste, hein, parce que l'inceste, voilà, Oui, oui, c'est un crime spirituel, c'est ça, oui. qui nous empêche d'accéder à cette dimension supérieure en fait, hein, le soi, simplement à notre, qui est en fait la dimension humaine, c'est-à-dire être un être humain. C'est se connecter à cette dimension supérieure en fait, hein. Oui, effectivement, cette chape. Quand tout à l'heure je disais me sentir aplati en fait à une dimension duel, c'est-à-dire que j'étais littéralement empêchée de me connecter à cette dimension supérieure. Et je rejoins, c'est-à-dire que effectivement, comme il y a la station debout, cette station debout, elle s'exprime aussi dans la capacité à penser qui amène dans cette direction de la spiritualité. C'est juste. Mais une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité qui s'appuie sur le réel, c'est l'acte créatif en fait. Ouais, 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 tout à fait. Mais ce qui fait qu'on reste à plat, et ce que fait les effets de cette monstruosité, c'est que tout simplement, elle a pour objet de brouiller l'intention de l'autre avec la sienne, l'intention du groupe avec la sienne. Et à ce moment-là, ça crée des effets terribles. C'est qu'on ne sait plus à un moment quelles sont les sensations et les perceptions et le vécu qui nous appartient Mm, et quel est le vécu étranger qui nous manipule et qui nous appartient pas. Et mm, que ça crée telle confusion que c'est là où à des moments on se demande, ouais, où je peux me demander si je vais pas devenir fou. exactement. Et pareil, je vais dire, je sais bien aujourd'hui, parce que c'est intéressant, je vois bien le changement radical qui a eu lieu, puisque dans le rapport à l'inceste, je me suis trouvé en position de le vivre d'une manière vicariante et non pas en direct. Vicariante, ça veut dire d'en avoir les effets, Ouais, mais à travers les informations qui ressortaient la nuit pendant des années avec des cauchemars terribles, où j'étais dans une terreur absolument épouvantable. Et là, récemment, c'est intéressant d'ailleurs, hein, ça date pas de si longtemps, hein, ça date de il y a 15 jours, 3 semaines, là, où tout d'un coup, il m'arrive un rêve, qui les scènes que je vais pas raconter, où la scène, elle était abominable, pareil, mais qui contenait absolument tout l'ensemble de l'histoire. Et c'est comme si, comme elle contenait l'histoire, et qu'en même temps, eh bien là, la terreur était plus là. C'est-à-dire que l'abomination était devant, mais en retour, toute la terreur qui m'habitait avait disparu. Et à ce moment-là, c'est justement parce que elle a disparu que je peux la regarder en face et la dire, stop maintenant, c'est terminé, ça, je peux l'enterrer. ouais, ouais. C'est là où on fait toute la différence entre, par exemple, moi qui suis vraiment passée par ces expériences où à un moment donné, j'exprime une histoire, mais je suis coupée de mon émotion, donc du coup, il n'y a pas d'émotion. Et tout le chemin de transformation, de transcendance, enfin, etc., qui va nous amener à parler d'une histoire incarnée, pleinement assumée, en étant touché, mais plus dans un émotionnel débordant. C'est ça. Et là, en fait, il y a vraiment une grande différence. Et c'est pas parce qu'on raconte une histoire sans émotion qu'elle est assumée. Par contre, quelqu'un qui assume, et c'est là où on est dans l'authenticité, hein, parce qu'une histoire assumée nous rend authentique, parce que c'est incarné. Et là, on peut effectivement raconter en étant touché, mais plus à ramasser à la petite cuillère. Ben, ça veut dire que si je reprends justement la différence, c'est que c'est vrai, je pouvais le partager, témoigner de ce qu'il a d'absolument
Là, je pourrais écrire un roman, un peu comme un conte, sur ce qu'il est d'absolument monstrueux. Mais en même temps, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion. C'est qu'au contraire, il y a une émotion incarnée. Or, quand l'émotion est incarnée, elle cesse de devenir envahissante et de déstructurer. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toute la différence que je fais entre l'émotion et la perturbation émotionnelle. Pour moi, la perturbation C'est étant ça. la conséquence du trauma, parce qu'on est coupé Oui, de l'émotion et donc c'est du ça. coup, ben, ça génère du stress et de la perturbation émotionnelle. Et ça, c'est encore une des grandes confusions de notre culture qui confond C'est ça. émotion et perturbation émotionnelle. Une émotion, quand elle arrive, elle se gère et c'est tout va bien, quoi. Donc on peut effectivement être ému. On peut même toucher l'autre par cette émotion qui va être émue, alors qu'une perturbation émotionnelle, elle va sortir de façon incohérente, elle va percuter l'autre qui va vouloir balancer à la figure. Et là, on rentre dans des jeux de victime, bourreau, sauveteur. Et voilà, c'est toute la différence. L'émotion, à la base, elle est complètement, comment dire, saine et créatrice. Oui. Créatrice. Alors, je rejoins tout à fait. C'est pour ça que dans la thérapie que j'ai développée, c'est pas l'émotion qui nous intéresse. L'émotion, elle contient la vie affective. C'est le langage. C'est un peu les gammes de la vie affective. Mais c'est pas Ouais, l'émotion qui intéresse. C'est la manière dont on la vit. Et quand l'émotion est ajustée, elle va se déployer ouais, et elle va venir nous nourrir dans la densité, ouais. pas dans l'intensité. L'émotion, quand elle est perturbante, c'est que Là-dedans. l'intensité, Exactement, ouais. j'ai l'habitude Ouais, de dire qu'elle va prendre une intensité dans laquelle on va se noyer dans l'émotion. Mais c'est pas l'émotion en elle-même, c'est qu'à ce moment-là, l'intensité est tellement forte, avec personne pour la recevoir et l'accueillir, qu'à ce moment-là, on a l'impression d'être seul au monde, d'être se noyer dans l'émotion et qu'on va évidemment perdre pied. Mais c'est pas l'émotion en elle-même. exactement. Exactement. C'est passionnant, passionnant. Je crois qu'on pourrait y rester encore des heures. Mais là, on a passé bientôt 1 heure et demie. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Mais avant de s'arrêter, je vais vous laisser la parole pour éventuellement exprimer quelque chose que vous n'auriez pas dit, voilà, que vous auriez besoin de déposer. Eh bien, euh, euh, si j'avais quelque chose à déposer, je dirais que il y a aujourd'hui à repenser la manière dont on aborde tout ce vécu autour du vécu de victime et de l'emprise des mondes traumatiques sur sa vie, qui, tant qu'elle est là, nous condamne à une errance en tant que victime. Et j'aime bien un roman, tiens, je vais faire une petite aparté. Il y a un roman que j'aime bien, c'est le roman de Fred Vargas sur la recluse, parce qu'elle décrit de manière expérimentale, justement dans son livre, comment se construit le monde traumatique. Les recluses, elles portaient l'abomination humaine, elles allaient s'enfermer, et elles devenaient à la fois monstres et avec des pouvoirs de guérisseuse. Et ce qu'elles vivaient était d'une abomination absolument épouvantable. Hmm. Eh ben, je trouve que c'est une belle métaphore et que ce qu'il s'agit de comprendre, c'est comment que c'est pas d'aller directement sur la personne, mais c'est comment mettre en place ce qui va permettre d'ouvrir, c'est-à-dire d'effondrer les murs. Et les murs dans notre langage, c'est le vide dissociatif. C'est ce qui fait qu'on n'est pas dans le même monde. C'est ce qui fait que la violence est liée au vide dissociatif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre construction, notre représentation de tout ce qui est traumatisme, dans la dualité, ne fait qu'entretenir, et là je vous rejoins Marine, un discours social qui est lui-même traumatogène. Oui, du coup, ce que vous venez de dire. Je peux pas m'empêcher de rebondir. On est reparti pour un tour. Non, quand vous parlez du vide, quand vous parlez du vide dissociatif, en fait, Oui. euh, moi j'ai compris.
Parce qu'effectivement, j'ai été, comment dire, d'ailleurs, j'appelle ça être une coquille vide. C'est-à-dire, c'est comment je me sentais vide à l'intérieur, vide, 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 et comment ce vide me faisait peur. J'étais terrorisée. Or, j'ai compris à travers tout mon cheminement que l'expansion de l'être, c'est-à-dire que c'est l'expansion de la vie en soi, passe par le saut dans l'inconnu, c'est-à-dire le saut dans le vide. Mais pour le coup, ça devenait très difficile parce que ce vide dissociatif qui génère le monstre, qui génère la panique, qui génère enfin, tout ce monde traumatique dans lequel on vit, en fait, il est impossible de sauter dedans à pieds joints. Et en fait, il y a aussi une confusion là parce qu'en fait, c'est pas le même vide. Ce vide dissociatif n'est pas le même que quand on prend des risques, quand on ose effectivement aller vers l'inconnu, ouvrir la porte, aller vers les autres, c'est plus la même chose, quoi. Mais en même temps, je me rends bien compte que dans notre société, combien les gens ont peur de cet inconnu, de prendre des risques, combien ils restent dans les sentiers battus, enfin, etc. Et que pour moi, ça rend compte quand même de l'importance du monde traumatique dans la société. On est des êtres dissociés, morcelés, et du coup, on n'ose plus déranger, on n'ose plus vivre, on n'ose plus s'exprimer tel que l'on est, en fait, hein. Mais voilà, je voulais exprimer ça parce que ça me semble important. Ça me semble important de faire la différence entre ces deux vides. Oui, tout à fait. Et c'est de dire que c'est pas les actions, c'est les intentions que mettent en œuvre les actions et qui viennent détruire les liens. Ouais, oui, Et les à ce moment-là, à intentions. chaque fois que les liens sont détruits, c'est un vide relationnel qui s'installe. Ouais, ouais, Et vous avez raison, j'ai l'habitude d'utiliser comme image, bah, si je suis sur une falaise et puis que sur la falaise, je suis maltraité, mais que l'autre alternative, c'est de sauter dans le vide, dans un vide sans fond, bah, je vais essayer de continuer à me débattre dans la maltraitance plutôt que de sauter dans le vide. ouais, ouais, Donc, tant qu'il n'y a pas, que ce vide n'est pas un vide d'où peut émerger une autre berge, d'où peut émerger des ouais, ressources, bah, de toute façon, personne ne peut sauter dans le vide sauf à finir complètement, bah, ou dans le suicide, ou dans la folie, ou dans autre chose. Mais sinon, c'est impossible de sauter à pieds joints dans le vide. mm, exact, exact, super. Eh bien, merci, merci infiniment, Eric. C'était Pareil. passionnant. J'aurais bien continué. On parle de trop, c'est ça? Non, 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 mais c'est un sujet comment dire, qui pourrait prendre plusieurs vidéos. D'ailleurs, peut-être qu'on refera C'est d'autres, on vrai. verra bien ce que nous dira l'avenir. Mais c'est un sujet qui n'a fait que être abordé là très succinctement, et c'est pas pour rien que vous avez créé une école de formation, Mimétis. Parce que ça demande effectivement pour intégrer tout ça. Bah, j'imagine bien que votre formation, c'est une sorte de formation action où le thérapeute finalement va rencontrer son propre monde. Euh, voilà. Et donc, oui, aider l'autre, c'est un vrai challenge parce que comment aider l'autre finalement en lui permettant vraiment de développer ses propres ressources et non pas de le sauver malgré lui, hein. L'idée, c'est bien comment dire, rétablir le lien chez la personne. Et ça ne peut se faire qu'à partir de la personne elle-même. Rien d'extérieur ne peut le faire. Ce lien, il doit se retisser de l'intérieur. C'est vrai, sauf que pour qu'il se retisse dans l'intérieur, ça nécessite que la personne puisse prendre appui sur un tiers Sur un tiers à l'extérieur. Tout à fait. extérieur. Tout à fait. Et donc, comment être ce tiers? Et je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Nous sommes tous en capacité d'être ce lien à un moment donné, d'être ce Oui, passeur, oui, et que bah moi, je ne sais pas comment ça va devenir possible, ce truc-là, peut-être dans quelques centaines d'années, mais oui. voilà, on est tous des tuteurs, hein. Je dirais que au niveau légal, il y a les tuteurs légaux, hein, les parents, voilà, mais nous sommes tous des tuteurs, nous sommes tous enfin, des garants de la loi quelque part, hein, et la loi du langage, qui est typique de l'être humain, c'est la loi du lien, Mm. la loi du lien. Est-ce que je peux ajouter que nous organisons un congrès au CEP de l'One Bien sûr.
les 19 et 21 mars sur le thème justement de la trans-traumatique et la trans-thérapeutique, la puissance du lien, où Mm. il y aura un panel d'universitaires spécialistes du trauma et des neurosciences, nombre de cliniciens, philosophes, sociologues. Car mon idée, là encore, c'est que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des positions différentes qui acceptent de se rencontrer dans un même espace-temps. Ça, c'est clair, hein. Je veux dire, la réponse se trouve dans l'entre-deux, dans cette question du lien. Et donc, c'est vrai qu'il faut arrêter de fonctionner avec des disciplines qui sont coupées les unes avec les autres. Il faut vraiment créer des liens, des passerelles, parce que c'est là que ça se passe, hein. C'est dans le lien. C'est là que ça se passe, dans le lien. Ok, bah de C'est toute façon, ça. on mettra tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, Exactement. vous donnerez le lien qui permet d'accéder aux informations de ce séminaire. Voilà, merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes arrivé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle journée. Oui.